Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Un des sujets de prédilection, bien évidemment, de David Santarossa, c'est l'éducation. Et ce matin, il vient jouer au bon cop, bad cop. Vient nous parler d'une bonne nouvelle, d'une mauvaise nouvelle en éducation. Il y a un peu de tout dans ce panier ce matin, David. On commence avec quoi? La mauvaise nouvelle? On va commencer avec la mauvaise nouvelle et on va finir avec la bonne. Ben, commençons par cette mauvaise dans ce cas-ci. On va se laisser avec un bon goût dans la bouche par la suite. David, l'UQAM, qui a dû suspendre un programme, celui d'adaptation scolaire au secondaire, parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. On le sait, la pénurie de main-d'œuvre, là, c'est des mots qu'on entend partout, un terme qui passe partout, valise pour à peu près tous les milieux. Mais là, quand ça commence direct à l'école, avant même de se rendre sur le marché du travail, ben, ça démontre qu'il y a vraiment un problème. Oui, ça annonce rien de bon. Et puis, là, Lucas me dit, oh non, mais le programme est simplement suspendu. Il va revenir l'année prochaine. Mon intuition est la suivante. Si je suis, souvent c'est des jeunes femmes, hein. Si je suis une jeune femme qui veut rentrer dans ce programme-là, ben probablement que je vais m'essayer à l'Université de Montréal plutôt qu'à l'UQAM, sachant que l'année dernière, il a été suspendu. Donc Hmm. bon, je ne veux pas être un prophète de malheur, là, mais ça regarde pas bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers l'Université de Montréal pour ce type de programme-là. Et d'ailleurs, même à l'Université de Montréal, les inscriptions ont descendu là, quelque peu. Ouais, Donc, évidemment, c'est ça, ça va pas très bien. Et c'est là qu'on le voit aussi que c'est justement, tu as parlé de pénurie. La pénurie nourrit en quelque sorte la pénurie parce qu'on voit que ça se passe pas très bien au secondaire actuellement. Les gens veulent pas nécessairement aller travailler dans ce milieu-là. Ben là, on s'inscrit moins au secondaire, en adaptation scolaire au secondaire. Donc, vraiment, il y a un cercle vicieux qui se crée, là. Oui, parce que c'est tellement difficile d'avoir le personnel. On s'entend, il y a eu tous les enjeux de rétention dans le milieu de l'éducation. Ça, c'est un autre problème sur lequel on reviendra. Mais il y a à la base là, le pipeline, si on veut, là, de nouvelles inscriptions, de nouveaux candidats pour ces programmes-là, ben, n'est pas nécessairement au beau fixe. Là. Puis c'est ce que ça démontre. Puis il y a aussi, ben, d'un autre côté, les inscriptions qui augmentent dans d'autres endroits, par exemple, à Concordia. Et là, le nouvel enjeu qui vient autour de ça, David, ben, c'est la langue. Évidemment, à Concordia, règle générale, on étudie en anglais. Est-ce que ça démontre que dans le réseau anglophone, par exemple, d'éducation, on est capable d'avoir des candidatures en adaptation scolaire, puis pas en français, David? Ben voilà, là, c'est-à-dire qu'il faut prendre une vision un peu plus large de la chose, hein. Puis là, je me base notamment sur ce que le chercheur Frédéric Lacroix a expliqué, notamment dans la revue L'Action nationale, là. C'est qu'à l'UQAM, depuis 8 ans, les inscriptions globales diminuent, hein. Ça va vraiment pas bien à l'UQAM. Et depuis plus de 25 ans, à Concordia, ça augmente, ça augmente. Donc vraiment, on voit dans vraiment la big picture, si on me permet l'expression, il y a quelque chose qui cloche à l'UQAM et ça va de mal en pis. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une sonnette d'alarme. Je sais qu'il y a certaines personnes dans l'administration de l'UQAM qui veulent sonner cette alarme, mais ça ne semble pas fonctionner. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, là, en décembre 2022, l'UQAM annonçait aussi la fin de son programme sur la gastronomie québécoise. Donc, c'était un petit programme qui s'intéressait à la gastronomie d'ici. Mais évidemment, à nouveau, c'est différents programmes qui sont coupés ici et là, qui sont suspendus. Euh, Donnons-nous encore quelques années et ça va commencer à être des plus gros programmes qu'on va perdre de vue. Ça m'apparaît évident, là. Ouais, puis ce qui est difficile aussi, puis moi je suis un fier UQAMien là, de cœur, de corps et d'esprit, David. Là, j'ai étudié à l'UQAM en communication, j'ai adoré ça, puis évidemment, on s'entend, c'est un des programmes qui est chouchou là, à l'UQAM, c'est le programme de Ouais. communication justement, mais malheureusement, c'est pas tous les programmes qui ont la même lettre de noblesse puis qui ont pas, tu sais, même s'il y a d'excellents programmes à l'UQAM, on dirait qu'ils sont victimes beaucoup, mais à la fois d'une espèce de réputation. Tu sais, je pense que ça a jamais passé, tu sais, toutes les grèves étudiantes qu'il y a eu, le fait que ce soit une université qui soit beaucoup plus à gauche sur plusieurs programmes, plusieurs idéologies également. Puis, tu sais, ça reste une belle université, mais même de l'extérieur, si on y va juste dans la première impression, David, c'est ce que je trouve difficile beaucoup. Mais là, quand les gens disent l'UQAM, tout le monde a le même pavillon en tête, le pavillon J, qui est juste à côté de nos studios, d'ailleurs, ici à Cube Radio. Gros bâtiment brun, là, tu sais, la période brutaliste, là, vraiment de la Révolution tranquille. Tout est brun à grandeur, mais surtout, le quartier, David.
le quartier autour de l'UQAM, autour de nos studios ici à Cube Radio, mais qui est de plus en plus à l'abandon. Là. Le quadrilatère du parc Émilie-Gamelin, on le sait, beaucoup de problèmes d'itinérance, de santé mentale, puis de consommation de drogue aussi qui viennent ternir vraiment l'image du quartier puis, et donc de l'université, David, on s'entend. Ouais, tu as entièrement raison. Et en plus, ajoutons à ça la fermeture du Archambault, la fermeture du Saint-Sulpice, qui était quand même historiquement des châteaux forts, si on veut, francophones. Hein. C'était beaucoup de francophones qui se déplaçaient dans ces endroits-là. Et renverser la vapeur, ce sera difficile. On le voit, à nouveau, on ne veut pas être prophète de malheur, là, mais il y a vraiment quelque chose de négatif là. Il va falloir qu'il y ait un coup de barre. Le, le- le gouvernement, la CAQ, doit vraiment s'en mêler. Évidemment, la CAQ ne vise pas tant que ça de siège à Montréal. Peut-être que c'est une des raisons pourquoi c'est un peu délaissé, mais il faut vraiment qu'ils se mettent les deux mains là-dedans parce que ça ne peut pas continuer, là. Oui, puis tout le monde se relance la balle aussi, David. Ça, c'est toujours le problème. Là, du Classique. côté de la mairesse, on dit ben là, c'est aux autres paliers de gouvernement à faire quelque chose. Les autres paliers de gouvernement repointent Montréal en disant c'est à vous d'agir. Là, il y a un plan là, pour revaloriser l'espace ici là, qui a été annoncé là, dans le dernier mois ici. Et quand on a eu vent du plan, puis qu'on l'a regardé un tout petit peu ici à Cube Radio du côté de nos collègues et moi, ben, on s'est rendu compte qu'ils veulent construire des petites statues d'animaux pour plusieurs dizaines de milliers de dollars, qui veulent faire de l'aménagement. Et là, on a nos collègues ici à Cube Radio qui sont allés faire un petit vox pop, notre collègue André-Sylvain Latour, aller tendre le micro, un peu parler aux gens, puis souvent, des gens sans domicile fixe qui vivent dans le parc Émilie-Gamelin, puis leur a demandé, c'est quoi que vous aimeriez qu'il aille ici dans le parc en premier? Ils ont répondu des toilettes, David. Ils ont besoin de toilettes avant d'avoir des petites statues de chiens, puis de chats, puis d'écureuils dans le parc. Je trouve ça ridicule, les espèces de plans qu'on tente de mettre en place. C'est pas qu'il est laid, le parc Émilie-Gamelin, c'est que c'est délabré, puis qu'il y a tellement de gens qui ont des problèmes qui sont obligés de s'y réfugier. Il est là. Il est là l'enjeu. En tout cas, moi, je trouve que, comme tu le dis, là, on sort du domaine de l'éducation, mais c'est un problème qui est plus large. Puis je peux te le dire, Bien sûr. quand j'étudiais à l'UQAM, ça arrivait toutes les semaines que le garda devait intervenir à l'intérieur des salles de bain parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était piqué et qui était en train de faire une overdose. Vraiment, c'est pas attirant pour des nouveaux étudiants qui veulent se rendre dans une université comme celle-là. Écoute, Oui, je te ouais, crois. Oui, vas-y. Je voulais te relancer sur la bonne nouvelle, là, maintenant Ben oui, ben qu'on s'est oui. piviarde là-dessus. Il y en a une bonne, au moins. Oui, voilà, donc c'est le Journal de Montréal qui nous rapportait ça, n'est-ce pas? Donc, oui, on le sait, il y a une pénurie d'enseignants, mais là, cette année, en fait, l'année dernière, l'année qui vient de se terminer, il y a eu 4 fois plus de profs retraités qui sont venus en renfort. Donc, on est passé de, grosso modo, 700 à 2900 professeurs retraités, ce qui est une excellente chose, très bonne nouvelle. Ah, 2200 profs de plus. Et c'est aussi peut-être, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, là, mais c'est mon impression qu'on parle peu souvent de de cette option-là de faire revenir des gens retraités qui peuvent venir travailler 1, 2, 3 journées par semaine. Il y en a même qui le feraient toute la semaine. Donc, c'est vraiment une bonne option, pas juste dans le milieu de l'enseignement, mais dans tous les secteurs. Je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut privilégier. Mais ce que je me demande, je me posais la réflexion parce qu'il y a des retraités qui vont revenir dans les classes et l'école a grandement changé quand même dans les dernières années. Pensons juste sur les plans d'intervention, les diagnostics. En 2002, donc il y a une vingtaine d'années, c'était 12,5 des gens qui avaient un plan d'intervention. Aujourd'hui, dans certaines commissions scolaires, on monte jusqu'à 32 de plans d'intervention. Donc, c'est plus que le double, c'est presque le triple, en fait. Donc, oui, la réalité a grandement changé. Je ne sais pas s'il va y avoir certains retraités qui vont un peu avoir peur en voyant tous ces changements, là. Le plan d'intervention, si tu peux peut-être résumer aussi pour nos auditeurs, nos auditrices, là, quand on dit un Ouais, plan d'intervention, c'est par exemple auprès d'un élève qui a des troubles d'apprentissage, par exemple, ou qui a un trouble ouais, quelconque, exact. TDAH ou autre. Ouais, donc certains élèves qui ont, c'est ça, dyslexie, TDAH, et il va y avoir certaines mesures particulières, donc une place préférentielle dans la classe. Certains ont droit à un ordinateur s'ils sont dyslexiques. Donc, il y a toute une série de mesures à mettre dans un plan d'intervention. Et maintenant, c'est ça, dans certaines commissions scolaires, c'est le tiers des élèves qui ont droit
à une mesure particulière, ce qui est quand même un chiffre assez imposant, ce qui n'était pas du tout le cas. On était un peu plus que 1 sur 10 il y a 20 ans. Là. Donc, les choses changent et changent même très rapidement. Là. 20 ans, ça reste un claquement de doigts là, sur l'échelle historique. Ben oui, puis même eu, ça s'est rendu jusqu'au Salon Bleu, là, l'espèce de débat à savoir si on voulait interdire les téléphones cellulaires en classe ou pas. Puis comme tu le dis, ben, la technologie aussi a changé super rapidement. Il y a des profs retraités qui vont peut-être revenir puis se rendre compte, mon Dieu, il y en a plus des téléphones, pas mal plus, même partout, comparativement au temps où j'enseignais. Là, ça aussi, c'est à prendre en compte. Ben oui, vraiment, donc des élèves qui ont leur téléphone en classe. Aussi, aujourd'hui, il y a toute une pléiade une pléthore plutôt de plateformes pour communiquer avec les parents. Donc ça aussi, ça ajoute, c'est 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 beaucoup plus de temps à mettre dans la transmission aux parents, transmission de communication, ce qui est une bonne chose, mais ça reste que c'est beaucoup plus de temps. Donc, j'ai hâte peut-être qu'on va entendre ici et là des histoires de retraités qui ont été témoins de ces changements importants. Oui, puis on peut se consoler au moins, David, ils n'ont pas à faire de l'enseignement à distance sur Zoom comme pendant la pandémie, parce que ça, on s'entend, c'est vraiment le summum là, disons, de l'enseignement difficile. Puis chapeau encore aux enseignants qui sont passés au travers de ce mode d'enseignement-là. David, gros merci. On se reparle demain même heure. Salut, à demain.